la session aujourd'hui en apportant une petite touche d'exotisme, d'après ce que j'ai compris. Donc, moi, c'est ma grande première ma grande première Sainte-Barbe. Donc, je suis très content de découvrir effectivement d'autres interlocuteurs et des préoccupations qui sont effectivement potentiellement éloignées de mon domaine de base, qui, comme Denis l'a dit, est la physique des hautes énergies, la physique des particules, donc recherche a priori extrêmement fondamentale. Alors, je ne sais pas si c'est bien cadré, mais on va... Alors, je vais vous présenter, donc comme ça a été dit, la myographie, c'est une discipline, vous en avez probablement entendu parler, ça a fait le buzz il y a quelques années avec la découverte d'une galerie dans la Grande Pyramide en Égypte. C'est avec la technique de la myographie que cette grande galerie a été mise en œuvre par 3 équipes, dont une équipe française et 2 équipes japonaises, en utilisant des techniques différentes. Et donc, c'est grâce à la myographie qu'on a découvert cette nouvelle galerie. Donc, ça fait une pub assez forte au niveau de la technique. Donc, je vais vous la présenter. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai introduit, moi, cette technologie, cette méthode en France. Alors c'est une idée qui n'est pas neuve, hein, elle n'est pas du tout, récente, puisque les premières idées, c'est 1955. Voilà, un physicien des particules qui se dit que finalement on pourrait utiliser les propriétés de pénétration de la matière de certaines des particules pour essayer d'en scanner le contenu. Bon, voilà, l'idée est toute bête, toute simple. En 1970, il y a une première application, c'est Alvarez, un prix Nobel de physique, qui déjà sur la Grande Pyramide se dit que tiens, ce serait une application assez chouette d'essayer de mapper le contenu, l'intérieur de la Grande Pyramide et voir si effectivement il n'y aurait pas des galeries qui n'auraient pas été excavées jusqu'ici. Et ces premières mesures ne sont pas conclusives, hein, faute de résolution des instruments à l'époque. Donc on attend à nouveau 20 ans. Et en 1990, il y a des Japonais qui se disent que tiens, si on reprenait cette idée-là, pour essayer de l'appliquer aux volcans et regarder l'intérieur des dômes volcaniques, qui ne sont pas faciles à instrumenter, pas facile d'aller faire des mesures géophysiques tout le temps parce que les zones sont dangereuses, parce que pas facile d'aller opérer dessus. Et puis là, les premiers résultats commencent à sortir. On voit qu'il y a des choses qui opèrent. Et donc, la technologie a commencé à se pérenniser à partir de ce moment-là. Nous, on a introduit ça en France en 2008 et on a été très très longtemps les premiers, les pionniers et regardé un peu de travers. Et maintenant, si vous tapez myographie sur Google, vous allez voir des dizaines d'équipes de par le monde qui, en tous les cas, se réclament de la méthodologie. Alors, il se trouve qu'il y a 2 ans, dans le cadre de la loi sur la valorisation de la recherche, j'ai pu créer avec un partenaire qui vient du monde de l'industrie, Christophe Pichol-Thiévan, qui a fait 25 ans dans la supply chain, qui a monté une première société qu'il a revendue à un grand groupe, hein, KPMG pour ne pas le nommer. Voilà, qui a décidé de changer, de carrière et de se lancer dans une aventure un peu deep tech. Et la rencontre qu'on a fait tous les deux a bien matché et a fait qu'on a monté cette société, donc il y a 2 ans, qui comporte maintenant 8 personnes, dont 2 conseillers scientifiques, un ingénieur CEA, un ingénieur CNRS et 4 jeunes docteurs qu'on a embauchés récemment, enfin qu'on a embauchés sur les 2 dernières années. Donc c'est un peu l'ADN de la société, de s'entourer de jeunes qui ont un doctorat, parce que, comme je vais vous le montrer, on utilise des méthodes dans lesquelles on peut faire du machine learning, mais ça, à l'heure actuelle, c'est des profils qu'on arrive à trouver relativement facilement. Par contre, du machine learning qui est contraint par la physique, ça, c'est déjà plus compliqué à avoir le double profil. Et donc, il se trouve que les docteurs qui sont passés soit par la géophysique et le problème inverse, soit par la physique des particules et les méthodes Monte-Carlo répondent assez bien à cette double ambiguïté. Alors, de quoi il s'agit? C'est en fait tout simple, hein, notre atmosphère terrestre, elle est bombardée en permanence par ce qu'on appelle un rayonnement cosmique primaire.
Donc c'est toute la matière qui est expulsée à chaque fois qu'une étoile, une supernova explose dans l'univers. Il n'y a évidemment pas de poubelle pour la matière de ces étoiles. Et la matière se retrouve propulsée dans l'univers, se propage au gré des champs électromagnétiques qu'elle va rencontrer, et forme un bombardement qui est quasi uniforme, quasi constant, en tous les cas assez régulier, sur les premières couches supérieures de l'atmosphère, qui, à cet égard, joue un rôle d'airbag pour nous, puisque, en gros, la rencontre de ce rayonnement cosmique primaire avec les premières molécules de diazote et dioxygène au sommet de l'atmosphère va générer une cascade de particules. Donc, il va vraiment avoir une chaîne de réaction, exactement à l'instar de ce qui se passe dans les complexes d'accélérateurs au CERN ou ailleurs. Et donc, en partant d'une particule initiale et d'un point d'interaction, ce qu'on appelle un vertex en physique des particules, on récupère ici une cascade, une véritable douche de particules qui vont se propager dans l'atmosphère, et en se propageant dans l'atmosphère, on va rencontrer d'autres molécules, de plus en plus, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, ce qui va générer d'autres réactions, d'autres particules en cascade. Et donc ici, à partir d'un point d'interaction, on récupère quelques dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers de particules au niveau du sol. Chacune de ces particules, évidemment, va emporter avec elle une partie de l'énergie initiale, et c'est ça qui nous sauve la mise, puisque si on devait être irradié directement à une certaine fréquence par ce rayonnement extrêmement énergétique, nos durées de vie seraient fortement raccourcies. Donc c'est une des conditions du développement de nos biologies sur Terre, c'est l'existence effectivement de ce rôle d'airbag pour l'atmosphère, qu'en général on ne parle pas trop, notamment quand il s'agit, pour certains farfelus, d'aller envoyer des gens sur Mars. On ne parle pas de ce problème qui risque d'être un vrai problème à terme. Bon, pour revenir donc sur Terre, nous avons ici un rayonnement. Alors, pour vous donner une idée, ça représente à peu près 15% de la radioactivité naturelle qu'on intègre. Les 85 autres pourcents provenant du sol, en fait. C'est les radioéléments qui sont contenus dans le sol, qui sont radioactifs et qui sont émetteurs bêta, gamma, alpha, tout ce qu'on veut, et qui donc génèrent ce rayonnement. Et donc dans les 15% ici de cette radioactivité naturelle, l'ordre de grandeur qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez à peu près une particule par centimètre carré par minute qui nous parvient au niveau du sol. Donc ça, c'est la statistique des particules qui nous traversent et qui nous viennent de l'atmosphère. Et donc, dans la zoologie des particules qui arrivent ici au niveau du sol, il y en a une qui nous intéresse, qu'on appelle le muon. Le muon, c'est un cousin de l'électron. Il appartient à la même catégorie de particules, sensibles à l'interaction faible, à l'interaction électromagnétique, mais pas à l'interaction forte. Et il a deux différences fondamentales avec son cousin. La première, c'est que c'est une particule qui est instable. Il a une durée de vie de 2,2 microsecondes. Mais grâce à la relativité restreinte d'Einstein, en fait, il a suffisamment de temps pour passer du sommet de l'atmosphère et parcourir les 10-15 km jusqu'au niveau du sol. Donc ça, sa durée de vie est suffisamment longue. C'est pour ça qu'on le détecte ici au niveau du sol. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est 200 fois plus massif que son cousin l'électron. Et ça, cette propriété-là fait que son interaction avec la matière est beaucoup plus faible que l'électron. Et donc, si vous vous souvenez de ce qu'on apprend dans les cours de radioprotection, un électron s'est arrêté par quelques centimètres de matière, relativement facilement. Le muon, lui, peut traverser la matière standard, de la roche, pour prendre un exemple, sur des dizaines de mètres, centaines de mètres, jusqu'à des kilomètres, avant d'être totalement absorbé par la matière, par simplement la perte d'énergie que la particule va subir lorsqu'elle va traverser la matière. Cette perte d'énergie est essentiellement due au phénomène d'ionisation, c'est-à-dire l'interaction électromagnétique du muon, qui est une particule chargée, donc, comme son cousin l'électron, avec tout ce qui est électrons et atomes de la matière. Donc voilà, si vous déplacez un électron, vous lui communiquez une énergie cinétique. Cette énergie cinétique, c'est vous qui la perdez. Donc là, c'est exactement ce qui se passe avec le muon lorsqu'il traverse la matière. Et donc, cette section efficace d'interaction avec la matière est suffisamment faible pour lui permettre de traverser des grandes distances. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser ces muons atmosphériques pour scanner des grands volumes, exactement comme on utilise les rayons X en imagerie clinique pour faire une imagerie
du squelette essentiellement, c'est-à-dire récupérer les contrastes de densité qui existent à l'intérieur du volume qu'on va scanner. Donc c'est exactement sur le principe celui de l'imagerie médicale par rayon X. Donc en gros, les ingrédients dont on a besoin, il nous faut, donc pour scanner ici, là vous reconnaissez peut-être le dôme de la Soufrière de Guadeloupe, qui est un des 3 volcans actifs sous surveillance française. Donc si on veut regarder l'intérieur de ce dôme-là, il nous faut donc une source de particules. On va prendre les particules qui sont générées dans l'atmosphère de ce côté ici de la montagne, et puis on va mettre un détecteur qui ressemble à ça, de l'autre côté de la montagne, et on va regarder en fait quelle est l'absorption. On va regarder l'absorption différentielle suivant les différentes directions accessibles au détecteur. Et de cette absorption-là, on va remonter en fait à la distribution de matière à l'intérieur de ce dôme. Donc vous voyez ici, bon, tout ça ce sont des images d'artistes, mais ce sont des choses qui sont très très bien contraintes, ce sont des choses qui sont très très bien connues, je ne sais pas comment, bon, peu importe. On sait que très très schématiquement, très rapidement, le flux est maximum lorsqu'on le regarde au zénith et qu'on a une distribution qui varie à peu près comme le cosinus carré de l'angle zénital. D'accord ? Donc plus vous vous rapprochez de l'horizontale, moins vous avez de ce rayonnement cosmique. Voilà. Et essentiellement, on va utiliser, quand on veut faire l'imagerie de ce bloc de matière, ici, on va utiliser 3 types de particules. En bleu, les plus énergétiques, elles vont traverser Touchous. En rouge, celles qui vont être absorbées, donc les particules les moins énergétiques. Et en vert, les particules qui vont traverser, mais en subissant une déviation, hein, toujours pareil, d'origine électrostatique. C'est la diffusion de Rutherford. Les 2 phénomènes donc d'absorption et de déviation étant tous les 2 sensibles à une observable, c'est la densité. Donc ce qu'on va pouvoir sonder, c'est, en termes d'observable, c'est la densité, par la mesure en fait de la modification du flux de ces particules qui sont produites naturellement dans l'atmosphère à travers la matière. Donc 2 contraintes fortes à retenir. La première, c'est qu'on utilise un rayonnement qui est naturel, donc ça c'est bien, c'est une méthode passive, on n'injecte aucun signal, d'accord, qu'on le veuille ou non, ce rayonnement il est là. Par contre, c'est aussi l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la statistique qu'on veut, on a la statistique qu'on a, d'accord, qu'on est capable de détecter. C'est en particulier important quand on fait des expériences en souterrain, puisque en souterrain, forcément, vous allez commencer à avoir un tout petit peu moins de statistiques par le fait que les particules, elles sont filtrées au fur et à mesure qu'elles rentrent à l'intérieur de la matière. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est qu'on voit au-dessus de l'horizon du détecteur. Le rayonnement qu'on utilise, il est généré dans l'atmosphère, au-dessus de notre tête, donc on ne voit pas en dessous. Concrètement, si on n'utilise que cette méthode-là, c'est-à-dire si on ne la couple pas avec d'autres méthodes comme la gravimétrie par exemple, hein, qui sont toutes les 2 sensibles à la même observable, donc on peut faire de l'analyse conjointe gravimétrie, myographie, ça marche bien, ça nous permet de voir en dessous, mais si on fait que de la myographie, on ne peut pas voir au-dessus. On ne peut pas voir en dessous, pardon, on ne voit qu'au-dessus. Alors, des cas d'usage qui sont relativement courants, qu'on a réalisés, donc des mesures qui ont été faites dans le domaine de l'industrie. Donc ça, c'était investigation sur le génie civil des évaporateurs de La Hague. Donc c'est un cas d'usage qui a été fait pour Orano, dans un endroit où, évidemment, l'ambiance n'est pas très saine parce qu'il y a de la radioactivité ambiante, il y a tout ce qu'on veut, donc c'est pas très simple d'aller opérer, c'est pas très simple d'aller faire des mesures, et puis ça signifie aller exposer des opérateurs, donc c'est pas... Voilà. Donc là, on a fait une mesure à distance du génie civil et des parties techniques qui intéressaient Orano. À droite, ici, on a publié récemment la première reconstruction complète de la distribution de matière à l'intérieur d'un haut fourneau pour ArcelorMittal. Donc là, c'est pareil, les hauts fourneaux, c'est une quinzaine de mètres de diamètre sur 40 mètres de haut, remplis d'une matière plutôt dense, hein, puisque voilà, vous avez à peu près les trois phases qui existent et qui coexistent, et ça peut monter jusqu'à 5-6 tonnes par mètre cube au niveau des densités. Donc le client, dans ce cas-là, il avait peu, voire pas du tout, d'informations sur la thermodynamique de fabrication de la fonte et comment, en fait, le coke, le minerai de fer et l'oxygène, quand on chauffe, ça fait de la fonte. En gros, il y a très très peu de modèles. Il y a très très peu, on parlait de modèles juste avant, modèles numériques. Là, il y a très très peu de simulations, il n'y a même pas de calcul initial.
Et donc, c'était une des premières fois où les gens ont pu visualiser la zone de fusion qui est au centre ici. Et puis donc une application au tunnelier qui est plus proche des préoccupations d'aujourd'hui, que je vais détailler un petit peu plus en détail. Alors, l'idée au départ, ça se décale vraiment à chaque fois, on a de moins en moins de visibilité. Il faut peut-être ici adapter à la page ou un truc comme ça, parce que là, on va finir par se couper complètement. Voilà. Alors, l'idée ici, c'est d'utiliser en fait le rayonnement atmosphérique et d'aller sonder en fait le volume de matière à l'avancement du tunnelier. Alors techniquement sur le papier, on peut voir très très loin, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut faire la reconstruction ici de toute la géologie à l'avancement du tunnelier. Donc en réalité, on limite à 50 mètres à l'avant de la route coupe. Et le principe, en fait, est le suivant. On embarque un détecteur dans le tunnelier. On imagine ici qu'on a une anomalie de densité qui peut représenter un danger pour le creusement. Vous avez ici, évidemment, du bâti en surface. Il peut y avoir des parkings, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Et donc, au fur et à mesure que le tunnelier se rapproche de l'anomalie, ce qui se passe, c'est que les muons vont traverser, en fait, les couches géologiques et vont traverser la carcasse du tunnelier, vont traverser cette anomalie. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, en fait, la traversée de cette anomalie va se faire sous des angles et des orientations différentes, ce qui va permettre à chaque fois de voir l'anomalie apparaître dans cette fenêtre ici de densité. Donc là, les échelles de couleurs sont arbitraires. Plus on va vers le bleu, moins c'est dense. Plus on va vers le marron, plus c'est dense. Et donc vous voyez ici la première tâche qui commence à apparaître pour l'anomalie, qui se précise et qui s'amplifie au fur et à mesure où on est dessous, et puis qui évidemment a disparu une fois que le tunnelier et le champ de vision du détecteur sont passés au-delà de cette anomalie. Donc en multipliant en fait les tranches sur lesquelles on voit cette anomalie, on peut reconstruire grosso modo l'anomalie avec toutes les difficultés inhérentes à une technique en fait d'imagerie qui consiste à avoir un détecteur qui bouge en même temps. Donc imaginez, vous êtes en train de faire une visualisation 3D de cette pièce avec votre portable et vous êtes en train de bouger en fait avec votre portable. Et c'est les séquences de différentes images que vous prenez, que vous allez reconstruire a posteriori, qui vous permet de reconstruire le volume en 3D et donc de faire une espèce d'holographie, de reconstruction holographique de cette anomalie-là. Donc ça, c'était l'idée initiale et elle a été testée sur différents tunneliers. Alors, on a beaucoup travaillé à la question pratique de savoir comment on mettait un détecteur de physique des particules qui habituellement se retrouvent dans les halls expérimentaux au CERN à Genève, dans les complexes d'accélérateurs dans lesquels on a un environnement stable et respectueux des détecteurs à l'intérieur d'un tunnelier où les gens n'hésitent pas à karchériser votre matériel, à couler du béton dessus, etc. etc. Donc, quand j'ai dit à mes collègues que j'allais installer des détecteurs de physique des particules dans ce type d'environnement, c'est vrai qu'on m'a souvent regardé un peu bizarrement en me disant « mais pourquoi il s'impose ça ?» Donc ici, vous voyez un modèle de tunnelier que vous connaissez bien mieux que moi, et sur lesquels j'ai eu l'occasion effectivement de faire des installations. Alors on a eu la possibilité de faire deux types d'installations. Donc un premier type d'installation, on était au-dessus de la vis ici. Alors évidemment, si vous vous souvenez d'une des deux contraintes qu'on a évoquées tout à l'heure, ça veut dire ici qu'on ne voit que la moitié en fait de la route coupe, puisqu'on ne voit qu'au-dessus de l'horizon du télescope. Donc on l'incline légèrement de manière à focaliser sur la partie supérieure qui nous intéresse. Bon, ça c'était pour faire une première étude de faisabilité, c'est surtout parce que c'était le seul endroit où il y avait de la place sur le tunnelier, faut être complètement honnête. Et donc après, sur d'autres chantiers, on a travaillé un tout petit peu plus en amont et les opérateurs nous connaissent un peu mieux maintenant. Ils nous appellent les muons et ils nous disent bon, alors les muons, vous pouvez venir éventuellement ici pour installer vos machines, vos détecteurs sur le tunnelier. Donc c'est très sympathique. Donc c'est des endroits qui sont vraiment au bas de la machine. Donc c'est des endroits dans lesquels il y a toutes les infiltrations d'eau, il y a tout. Voilà.
Donc nos détecteurs ont un vécu très compliqué, mais bon, pour le coup, ils sont déverminés, ils sont certifiés TBM. Donc voilà, donc ça c'est pour faire un zoom ici. Vous voyez un des détecteurs qui a été installé et qui a donné de très bons résultats. Malheureusement pas sur une durée suffisamment intéressante pour nous parce qu'il a été noyé dans le béton assez rapidement. Mais voilà, il a été opéré 2 mois et ça c'est une opération qui est à peu près optimale parce que là le champ de vision théorique du détecteur, vous voyez que plus on arrive à le mettre bas, plus on arrive pratiquement au niveau du radier et voir véritablement l'intégralité de ce qu'on voit devant la roue de coupe. Alors, parmi la foultitude d'exercices que les gens nous ont demandé de réaliser, parce qu'évidemment, une chose est d'avoir une technique qui fonctionne bien, une autre chose, effectivement, est de donner du sens à l'information. Par rapport aux techniques existantes, l'avantage essentiel de la myographie, c'est que la mesure n'est pas perturbée par l'environnement. Vous avez compris, la particule, elle traverse des kilomètres, enfin des centaines de mètres de roche. Elle n'est pas influencée trop par la présence de la carcasse métallique du tunnelier. Donc on n'est pas comme dans le cas de tomographie électrique ou d'autres méthodes dans lesquelles la présence de métal, effectivement, va jouer un rôle assez perturbant pour la reconstruction de l'information. Donc la problématique, en fait, n'est pas d'avoir une mesure qui est bruitée ou perturbée par l'environnement. La problématique que l'on a essentiellement, c'est que, si je reviens juste ici, la particule, lorsqu'elle rentre dans le bâtiment ici, puis dans la couche géologique, puis dans le tunnelier, elle va intégrer l'information de la densité le long de la trajectoire, tout le long de la trajectoire. Donc notre problématique à nous, c'est une problématique dans laquelle il faut donner le sens le plus réaliste possible à l'information qu'on a. Parce que l'information, on l'a. L'absorption des particules dans une direction donnée est clairement un signe qu'il y a une densité, une opacité moyenne le long de cette trajectoire qui a été intégrée. Et c'est cette opacité-là et ce n'est pas une autre. Maintenant, une opacité ici, si on observe qu'il y a effectivement quelque part une absorption très forte de la particule, si vous n'avez qu'un seul point de mesure, vous n'êtes pas capable de dire si l'absorption se fait plutôt à proximité du détecteur ou plutôt loin du détecteur. Ce n'est pas une limite propre à la myographie, c'est une limite à toute technique d'imagerie. Si vous n'avez qu'un seul point de mesure, mathématiquement, vous n'êtes pas capable de faire une reconstruction tout le long de la ligne. D'où ici le fait qu'avec le mouvement du détecteur, on arrive à lever certaines ambiguïtés sur la reconstruction. C'est le principe de la 3D. C'est pour ça qu'en général, quand un médecin n'arrive pas à voir s'il y a une fracture ou s'il y a quelque chose de vraiment très fin, il va vous aiguiller de la radiographie vers le scanner. Donc on va passer de la 2D à la 3D, c'est l'intérêt de la 3D dans le cas de la mesure, hein, pas dans le cas des BIM, mais dans le cas de la mesure. Donc voilà, donc parmi les exercices qui nous ont été demandés, donc ça c'est la reconstruction d'un ouvrage d'art, hein, c'était une évacuation d'égout qui avait à peu près 1 mètre de diamètre. Là, vous voyez le tunnelier, l'acceptance du détecteur, hein, donc le cône des particules qui pouvait arriver au détecteur, donc le tunnelier qui s'est mis à tangenter la direction de l'ouvrage d'art, et la façon dont on reconstruit en fait la présence de cet ouvrage d'art ici à l'intérieur des données. Donc ce n'est pas de la vision directe, que les choses soient très claires. Ici, pour passer de la donnée à cette carte de distribution des densités, on doit résoudre un problème inverse, donc passer de la donnée à cette distribution-là, qui utilise essentiellement des modèles d'inférence bayésienne. D'accord, c'est des chaînes de Markov, hein, c'est une méthode Monte-Carlo avec des chaînes de Markov qu'on va réduire. D'aucuns appellent ça du machine learning à l'heure actuelle, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est du machine learning qui est contraint par la physique étant celle de l'interaction de la particule dans la matière. Donc ces modèles-là sont des modèles qui sont en permanence affinés, qui sont en permanence reconstruits. Et dans le cas d'usage courant, ces détecteurs à muons ont servi beaucoup à faire de la détection d'ouvrages d'art, détection-confirmation de la profondeur pour un bâti de surface,
détection de structures naturelles et d'anomalies de densité. On a fait beaucoup de rétro-analyse et de confirmation de présence. Vous voyez ici des présences de zones décomprimées, de zones de faible densité, dans une représentation 3 dimensions ici, où vous avez 50 mètres à l'avant de la route coupe. Là, vous avez la trace du tunnel lui-même. Et vous avez ici le volume de densité décomprimée qui a été reconstruit, avec l'énorme avantage que ça permet de localiser en fait les anomalies de densité dans l'espace. Voilà, donc ça c'est les cas d'usage. Donc je suis venu jusqu'à récemment ici au niveau de Noisy-Champs, mais de l'autre côté de la station de RER, sur le chantier de la ligne 16, puisqu'on a équipé en fait la ligne 16 ici. Et on a démonté, donc on a tourné entre juin 2022 et novembre 2023. Donc vous voyez, ça c'est toute la statistique qui a été accumulée de particules tout le long du trajet, donc dans la vie du tunnel, avec des variations relativement fortes ici, des densités qui sont mesurées, qui sont liées à la topologie extérieure du tunnel et qui sont liées aussi aux différentes orientations du tunnelier. Des jolies reconstructions sur des puits remplis d'eau, sur ici la présence de la noue brossard, sur différentes choses qui nous ont été demandées. Ça, c'était sur un autre chantier, la ligne 15, le passage sous la Marne ici, donc l'arrivée sous la Marne, le passage sous la Marne, et puis le fait qu'on ait dépassé ici la Marne. Ce que je tiens à dire ici, c'est que les reconstructions qu'on fait sont des reconstructions qui sont totalement en aveugle. C'est-à-dire qu'on ne met rien, on ne met pas le modèle géologique, on met juste la présence de la surface topologique, ici, qu'on reconstruit d'ailleurs à partir de modèles numériques qu'on trouve open source, entre guillemets. Et donc, ce sont des reconstructions de modèles qui sont vraiment contraints au minimum. Donc ici, reconstruction de présence d'un ovoïde. Et pour terminer ici, pour laisser la place à une ou deux questions, le fait que ce que je vous ai dit, c'est que c'est l'algorithmie en fait qui est compliquée, et c'est l'algorithmie qui est notre champ de recherche et de développement à peu près permanent, qui permet en fait à partir de données brutes mal dégrossies d'arriver ici à des images qui permettent d'identifier les zones contrastées entre les hautes densités et les basses densités à partir d'une image qui initialement n'était pas vraiment exploitable. On fait un jumeau numérique du pauvre, mais on a des simulateurs évidemment qui nous permettent en gros de comprendre essentiellement comment un objet qui serait parfaitement circulaire ici serait reconstruit dans les modèles actuels. Et donc on est en train de développer maintenant le machine learning au niveau du traitement d'image qui permet en fait de repasser de ça à la forme initiale. Alors au niveau des conclusions, on a équipé donc des chantiers sur la ligne 15, donc le lot T2C, T2B, donc T2B aux deux bouts, hein, c'était pour Raselbeck et FH. La ligne 16 et la ligne 17, en tout, on a embarqué 8 détecteurs à l'intérieur du tunnelier. Donc ça, on a maintenant un retour d'expérience assez solide sur la façon d'embarquer ces détecteurs, de les opérer sur des longues périodes et indépendamment du mauvais traitement qu'ils peuvent subir à l'intérieur du tunnelier. Donc maintenant, ils font presque partie des meubles. Avec des coûts, bon, ça nous a permis, nous, de contrôler tous les coûts, parce que quand on est parti au départ, évidemment, il y avait aucun antécédent. La myographie, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a aucune opération sur place. La mesure, elle se fait de manière totalement automatisée. Les données sont acquises en permanence et elles sont téléversées sur un serveur à distance qui, lui, va faire le processing, la reconstruction d'images. Donc, il n'y a pas besoin, à partir du moment où vous mettez sur on, et si vous maltraitez pas trop le matériel, en principe, il est totalement intégré au fonctionnement du tunnelier. C'est autonome. C'est la seule méthode, à mon sens, qui permet une véritable vision lointaine. Et quand je parle de lointaine, c'est plusieurs dizaines de mètres à l'avant de la route coupe. Et je vous ai dit que la problématique principale, et qui est l'objet d'un processus d'amélioration continue, c'est véritablement de donner la bonne information à la donnée que l'on a.
Donc c'est pour ça que je parle ici de technologies évolutives qui bénéficient aussi évidemment de tout ce qu'on peut faire en travail amont, en termes de travail de simulation. Malheureusement, souvent les données dont on dispose au démarrage d'un chantier sont des images qui sont très souvent des images 2D. On a des plans de coupe, on a des choses comme ça. Alors que nous, on va travailler pour le coup naturellement et spontanément en 3D. C'est pas artificiel, il se trouve que les particules qu'on détecte, elles vont traverser des volumes, elles ne vont pas se contenter de traverser un plan de coupe. Donc ça manque un petit peu, et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien pouvoir progresser. La résolution technologique, on l'a fait évoluer au fur et à mesure. Voilà, les détecteurs, on les fabrique, donc on a la maîtrise totale de la chaîne de production de A à Z, hein, du matériau brut jusqu'à l'image en gros. On est capable de fabriquer à peu près tout, dans toutes les formes et dans toutes les dimensions. Et vous avez ici les contacts si vous êtes intéressé. Je vous remercie. Merci.